Bonjour, mon cours d'aujourd'hui portera sur les mitochondries. Les mitochondries sont des organites présents dans toutes les cellules des organismes eucaryotes. Elles jouent un rôle primordial dans la mise en réserve de l'énergie. On les appelle souvent les centrales énergétiques de la cellule. Pour fonctionner, ces mitochondries ont besoin d'oxygène. Chez les mammifères, les mitochondries utilisent à peu près 98% de l'oxygène que nous respirons. Sans mitochondries, l'oxygène ne serait d'aucune utilité, ainsi que les poumons et le système circulatoire qui permet son acheminement vers les tissus. Dans ce chapitre, je vous parlerai de la description structurale et fonctionnelle des mitochondries. Voici le plan du cours. Je vais commencer par un petit rappel sur l'histoire de la découverte des mitochondries. Ensuite, je vais aborder quelques généralités comme la structure et la localisation des mitochondries, les caractéristiques structurales et fonctionnelles de la double membrane. Je vais parler des différentes fonctions des mitochondries, de leur génome, de leur origine, et enfin, je vais terminer ce cours par une présentation des maladies d'origine mitochondriale. Alors l'histoire des mitochondries commence avec Altman, qui en 1890 découvre dans les cellules des granules très semblables en dimension et aspect à des bactéries. Il leur donne le nom de bioblastes. Ensuite, un grand pas fut franchi par Bensley, qui réussit en 1932 à isoler des mitochondries à partir du voie de cobaye. Entre 1952 et 1953, Palade et Jostrand décrivent pour la première fois l'organisation générale des mitochondries et 10 ans après, Schatz et Nass mettent en évidence l'existence de l'ADN mitochondrial qui est distinct de celui du noyau, et très récemment, Liu et ses collaborateurs décrivent le rôle des mitochondries dans l'apoptose. Alors voici maintenant quelques caractéristiques générales des mitochondries. Ce sont des organites cytoplasmiques à double membrane. Elles sont présentes uniquement chez les eucaryotes. On les retrouve dans tous les types cellulaires, sauf dans les globules rouges. Dans chaque cellule, on peut trouver entre 1000 et 3000 mitochondries selon les types cellulaires. Et puis, ces mitochondries jouent un rôle primordial dans la production énergétique de la cellule. Elles utilisent l'énergie libérée par le catabolisme des aliments, comme les glucides, les protéines et les lipides, pour produire l'ATP, une molécule de stockage de l'énergie. Ces mitochondries possèdent leur propre génome, d'origine maternelle, et enfin, elles se déplacent grâce aux interactions avec le cytosquelette. Alors, après fixation des cellules, les colorations montrent que les mitochondries ont des formes variables, mais en général, elles sont globulaires ou filamenteuses. Au cours de certaines étapes fonctionnelles, elles peuvent prendre d'autres formes. D'une façon générale, leur taille et leur forme varient en fonction du type cellulaire et de son activité. La forme des mitochondries peut aussi varier en fonction de différentes conditions physiologiques et de l'environnement. Sur cette diapositive, vous voyez bien l'aspect anormal des mitochondries de foie de souris qui ont été intoxiquées avec l'alcool. Ces mitochondries présentent de formes très spéciales. Par exemple, vous pouvez voir sur le cliché à droite de l'écran une mitochondrie en forme de raquette de tennis. Les premières descriptions tridimensionnelles remontent à Palade en 1952 et à Jostron en 1953. Selon Palade, la membrane interne était irrégulière et s'invaginait du côté matriciel en crête, alors que selon Jostrand, les crêtes sont des lamelles indépendantes, sans continuité avec la membrane interne. La disparité des résultats de Palade et Jostron était attribuée à l'utilisation des techniques de fixation différentes. Depuis, l'utilisation de diverses techniques microscopiques modernes ont amené certains chercheurs à réexaminer la morphologie mitochondriale et à proposer très récemment un modèle contemporain où les crêtes tubulaires et les crêtes lamellaires coexistent dans les mitochondries orthodoxes et sont reliées à la membrane interne par des jonctions. Localisation des mitochondries
est différente en fonction du type cellulaire, mais d'une façon générale, leur localisation correspond aux zones de haute consommation énergétique. Comme dans le flagelle des spermatozoïdes, ces mitochondries délivrent l'ATP nécessaire au mouvement flagellaire. On peut trouver ces mitochondries près des myofibrilles, des fibres musculaires cardiaques, ou encore non loin du réticulum endoplasmique dans les cellules à activité sécrétante. Nous avons vu que les mitochondries sont visibles en microscopie optique après coloration, mais leur structure n'est révélée que par examen en microscopie électronique. Une observation en microscopie électronique montre que les mitochondries sont entourées par deux membranes qui déterminent deux cavités. La membrane externe, qui est une membrane continue et uniforme, est doublée par une membrane interne en forme d'écrête. Entre les deux membranes, vous pouvez apercevoir l'espace intermembranaire ou chambre externe. La membrane interne délimite une cavité centrale appelée matrice mitochondriale ou chambre interne. Alors, la membrane externe est une bicouche lipidique de 5 à 7 nanomètres d'épaisseur. Sa composition chimique est très proche de celle de la membrane plasmique. Elle est constituée de 50 à 60% des protéines et de 50 à 40% des lipides. Elle contient de nombreuses protéines appelées porines. Ce sont en fait des protéines transmembranaires de 30 kilodalton qui forment des canaux ou des pores volumineux à queue à travers la membrane. La porine laisse passer toutes les molécules hydrophiles d'une masse moléculaire inférieure à 10 kilodalton. Comme exemple, je peux vous donner le passage des anions, le passage des cations, le passage des acides gras, du pyruvate, des nucléotides, etc. Sur cette diapositive, vous voyez un exemple des molécules qui peuvent traverser la membrane externe mitochondriale par un simple passage passif, non sélectif, et dans les deux sens via la porine. Comme exemple, je vous ai schématisé le passage de l'ATP, ADP, pyruvate, phosphate et acide gras. Alors, l'espace intermembranaire ou chambre externe est un espace très étroit de 4 à 7 nanomètres d'épaisseur. Il est dense au rayonnement électronique. Cet espace contient des protons H+, qui jouent un rôle très important dans la phosphorylation de l'ADP. Il contient des molécules de cytochrome C qui jouent un rôle important dans l'apoptose ou la mort cellulaire programmée. Et enfin, on trouve dans cet espace des molécules d'une taille inférieure à 10 kilodalton. Ces molécules proviennent du cytoplasme via les porines de la membrane externe. La membrane interne maintenant est une bicouche lipidique de 4 à 6 nanomètres d'épaisseur. Bien qu'ayant une structure en bicouche, la membrane interne possède une organisation très différente de celle de la membrane externe. Elle contient une très forte teneur en protéines, jusqu'à 80% des protéines et uniquement 20% des lipides. La majeure partie des lipides de la membrane interne mitochondriale sont sous forme de cardiolipine ou diphosphatidylglycérol, un phospholipide inhabituel responsable de la forte imperméabilité de la membrane interne aux protons. De plus, elle se distingue par ses nombreux replis qui cloisonnent plus ou moins la matrice mitochondriale. Ce sont les crêtes mitochondriales qui augmentent très significativement sa surface. La surface de la membrane interne est 3 à 5 fois plus importante que celle de la membrane externe. Cette membrane interne est aussi très riche en transporteurs et complexes protéiques enzymatiques. Cette membrane possède une très faible fluidité et l'entrée de la plupart des molécules fait appel au transport actif, un transport avec dépense d'énergie. Dans cette diapositive, je vous ai schématisé le passage actif de quelques petites molécules à travers la membrane interne. Le premier exemple, vous voyez un exemple de l'antipore ATP-ADP qui assure le passage de l'ADP de l'espace intermembranaire vers la matrice en même temps que la sortie de l'ATP de la matrice vers l'espace intermembranaire. Dans les trois autres exemples,
vous avez des sympores métabolites H+, où le pyruvate, les acides gras et les ions phosphates passent en même temps que les ions H+. L'énergie nécessaire pour le passage de ces métabolites est fournie par le transport des protons dans le sens du gradient de concentration. La chambre interne maintenant est limitée par la membrane interne. Elle contient un matériel relativement dense, appelé la matrice mitochondriale. C'est un matériel qui est finement granuleux, qui ressemble à un gel, et elle contient une concentration très importante de protéines solubles et de petites molécules. Elle renferme des ribosomes appelés mitoribosomes. Ces mitoribosomes ressemblent beaucoup aux ribosomes bactériens. La matrice mitochondriale renferme également plusieurs copies d'ADN circulaire, bicaténaire. Il s'agit de l'ADN mitochondrial ou toujours on fait une petite abréviation pour ADN-MT, c'est surtout l'ADN mitochondrial. Elle contient des molécules d'ARN, de transfert, d'ARN messager, des granulations denses et irrégulières formées par l'accumulation de cations divalents comme le calcium et le magnésium, et de nombreux systèmes enzymatiques, comme les enzymes établissant une oxydation du pyruvate, les enzymes oxydant des acides gras, et enfin les enzymes appartenant au cycle citrique, appelé aussi le cycle de Krebs. Les mitochondries ont une durée de demi-vie courte, de l'ordre de 6 à 10 jours selon la cellule. Elles sont détruites par autophagie, d'où la nécessité du remplacement des mitochondries perdues. Ce remplacement est assuré par la division mitochondriale qui ressemble beaucoup à la division bactérienne, puisqu'une mitochondrie mère donne naissance à 2 mitochondries filles par segmentation. Comme vous voyez sur cette diapositive, une mitochondrie mère augmente de taille et duplique son ADN, et ensuite la division se fait par formation d'une cloison qui pénètre dans la matrice mitochondriale et se développe de manière à séparer les 2 mitochondries filles. Le mécanisme de division est rapide et dure environ 1 minute. Les mitochondries peuvent aussi fusionner les unes avec les autres pour former des mitochondries plus grandes et en structure plus ramifiée. Ce phénomène participe à la réparation et à la restauration des mitochondries. La fusion mitochondriale est un phénomène complexe et récemment, il a été montré que cette fusion dépend de la présence des mitofusines qui sont des protéines à activité GTPase. Afin d'étudier la composition et la structure des différentes parties de la mitochondrie, nous avons besoin de fractionner ces parties et pour ce faire, on place une mitochondrie dans un milieu de faible osmolarité ou un milieu hypotonique. L'entrée d'eau par osmose provoque le gonflement de la mitochondrie et la rupture de la membrane externe, ce qui va provoquer la libération de l'espace intermembranaire qu'on peut récupérer après centrifugation dans le surnageant. Le culot de 2 membranes est resuspendu dans un milieu à forte osmolarité ou un milieu hypertonique qui va provoquer une contraction de la membrane interne. Ensuite, on va pouvoir faire une centrifugation en gradient de densité qui va séparer la membrane externe du reste. Et enfin, après rupture et centrifugation, nous pouvons séparer la matrice et la membrane interne. Après ce fractionnement, chaque partie de la mitochondrie, c'est-à-dire la membrane externe, l'espace intermembranaire, la membrane interne et la matrice mitochondriale, pourra être étudiée en détail. Chas et Nass ont observé dans les mitochondries des filaments qu'ils ont identifiés à des molécules d'ADN, l'ADN mitochondrial ou ADN-MT, est logé dans la matrice. Il code pour 2 ARN ribosomaux, 22 ARN de transfert et 13 protéines appartenant à la membrane mitochondriale interne. L'ADN mitochondrial possède un double brin circulaire de 16 569 paires de bases. Une seule mitochondrie peut contenir de 5 à 10 copies d'ADN mitochondrial et donc une cellule peut contenir 5000 copies de cet ADN.
Cet ADN représente moins de 1% de l'ADN cellulaire total. Il ne possède pas d'intron, exactement comme les prokaryotes. Je vous rappelle que l'intron est la partie non codante d'ADN, alors que l'exon est la partie codante de l'ADN. Il possède des systèmes de réparation de l'ADN, mais qui ne sont pas complets et efficaces comme les systèmes de réparation de l'ADN génomique. Le code génétique est différent de celui de l'ADN nucléaire. De plus, on peut ajouter que la transmission du patrimoine génétique mitochondrial s'effectue par une transmission maternelle, puisque seul le noyau du spermatozoïde peut naître dans l'ovule. Il code pour 37 gènes et de ce fait, l'information portée par l'ADN mitochondrial est 100 000 fois inférieure aux informations de l'ADN nucléaire. Comme nous avons vu plus haut que le génome mitochondrial code à peine pour 13 protéines, le reste des protéines mitochondriales, qui sont au nombre de 500 protéines, sont codées par l'ADN nucléaire. Ensuite, ces protéines sont importées dans les mitochondries. Notons qu'un mécanisme précis d'adressage attribuera les protéines importées aux 4 compartiments mitochondriaux qui sont la membrane interne ou externe, la matrice et l'espace intermembranaire. Dans les diapositives suivantes, vous allez voir en détail comment une protéine mitochondriale synthétisée dans le cytosol est transférée ou importée aux mitochondries. Alors, la plupart des protéines mitochondriales synthétisées dans le cytosol sont des précurseurs qu'on appelle les pré-protéines qui possèdent une séquence signal temporaire assurant la spécificité des importations et dans notre cas, elle va assurer une importation spécifique du cytosol vers la mitochondrie. Ces pré-protéines ou ces précurseurs se lient immédiatement à une protéine chaperone qui les maintiennent dans un état replié non agrégé. Les récepteurs d'importation localisés sur la face externe de la membrane externe mitochondriale possèdent un site de liaison spécifique de la séquence signal. Ils reconnaissent la séquence signal portée par la préprotéine associée à la protéine chaperone. Ensuite, cette préprotéine traverse le canal formé par le complexe d'importation pour arriver jusqu'aux matrices mitochondriales. Une fois la préprotéine dans la matrice mitochondriale, une protéase va cliver la séquence signal de cette préprotéine pour libérer une protéine repliée et les 2 protéines chaperones sont recyclées dans la matrice. Une fois libérée, la protéine va accomplir sa fonction biologique dans la mitochondrie. Les mitochondries n'ont pas non plus la capacité de synthétiser tous leurs lipides qui doivent par conséquence être importés, comme c'est le cas de la plupart des protéines mitochondriales. Les mécanismes d'importation des lipides sont très mal connus. La majorité des lipides de nos cellules sont fabriqués dans le réticulum endoplasmique, puis sont transportés vers les mitochondries. Nous postulons l'existence des protéines qui assurent des navettes entre le réticulum endoplasmique et les mitochondries. Pour essayer d'expliquer l'importation des lipides mitochondriaux, les chercheurs ont posé 2 hypothèses, résumées sur cette diapositive. La première hypothèse postule que l'importation des lipides est possible grâce aux interactions existant entre les mitochondries et le réticulum endoplasmique. La deuxième hypothèse postule que cette importation pourra être effectuée par des protéines de transport spécifiques. Jusqu'ici, ce qu'il faut retenir de cette première partie sur la généralité des mitochondries, il faut bien connaître les caractéristiques des mitochondries et de l'ADN mitochondrial et avoir compris le renouvellement des mitochondries comme la division, la synthèse et les apports des protéines et des lipides. Maintenant, je vais aborder la deuxième partie du cours qui consiste à étudier les fonctions des mitochondries dans la respiration cellulaire, les fonctions de synthèse, la régulation calcique et le rôle des mitochondries
dans le vieillissement. Je commence par la chaîne respiratoire mitochondriale ou la phosphorylation oxydative. L'une des principales fonctions des mitochondries est la respiration cellulaire ou la phosphorylation oxydative ou encore appelée l'oxydation phosphorylante. La respiration cellulaire est un processus créateur d'ATP qui est rendu possible grâce aux mitochondries qui sont définies, comme vous avez vu plus loin, comme étant le central énergétique ou énergique de la cellule. La respiration cellulaire fait appel à un système enzymatique formé de 5 complexes protéiques qui se trouvent dans la membrane interne de la mitochondrie. Alors comment ça se passe? Des électrons capturés à partir de molécules donneuses, comme les deux molécules de NADH, H+, et FADH2, vont circuler à travers ces complexes où se déroule une série d'étapes d'oxydoréduction. Ces réactions d'oxydoréduction vont générer de l'énergie sous forme d'une force électromotrice. L'énergie générée va activer des pompes à protons ou des pompes à H+, qui vont générer un gradient de H+, hors de la matrice mitochondriale ou plus exactement dans l'espace intermembranaire. Ce gradient de protons ou ce gradient de H+, sera utilisé pour produire de l'ATP par les ATP synthase. Notons que c'est un processus qui est associé à la consommation d'oxygène et à la production de l'eau. C'est pour cela qu'on parle de la respiration cellulaire, respiration puisqu'on a une consommation d'oxygène et une production de l'eau. Dans les diapositives suivantes, vous allez voir en détail ce processus de respiration cellulaire ou de la phosphorylation oxydative. Sur cette diapositive, vous voyez les 5 complexes protéiques impliqués dans la chaîne respiratoire. Ces complexes sont localisés dans la membrane interne de la mitochondrie. Vous pouvez voir sur cette diapositive le NADH réductase au complexe 1, la succinate Q réductase au complexe 2, la cytochrome C réductase au complexe 3, la cytochrome C oxydase au complexe 4 et enfin l'ATP synthase ou complexe 5. Sur cette diapositive, vous voyez que les coenzymes NADH+ et FADH2 cèdent leurs électrons aux complexes 1 et 2 respectivement, contenus dans la membrane interne mitochondriale. Le complexe 1 catalyse le transfert d'une paire d'électrons de la NADH. Le transfert de ces 2 électrons libère l'énergie nécessaire à l'exportation ou à la pompage de 2 protons H+. Ensuite, l'ubiquinone, que vous voyez en rose, transporte les 2 électrons à la fois. Ensuite, le complexe 3 catalyse le transport d'électrons de l'ubiquinone réduite que vous voyez à gauche de la diapositive au cytochrome C. Le passage d'un électron à travers le complexe 3 entraîne quant à lui le pompage d'un autre proton H+. Ensuite, le cytochrome C va transporter un électron à la fois du complexe 3 vers le complexe 4. Et enfin, le complexe 4 constitue l'étape finale du transport d'électrons dans la chaîne respiratoire. La réduction globale d'une molécule d'oxygène a lieu dans le complexe 4 de la chaîne respiratoire. Cette réduction implique 4 électrons amenés par 4 cytochromes, ce qui nécessite l'oxydation de 2 molécules de NADH H+, et 4 protons H+. Comme réaction globale, vous avez O2 plus 4 électrons plus 4 H+, donneront 2 molécules d'eau. Les 2 molécules d'eau qui proviennent de la réduction d'une molécule d'oxygène sont relarguées dans la matrice. En même temps, 4 protons H+, sont pompés de la matrice vers l'espace intermembranaire. Vous avez bien compris que la quantité d'énergie lors de chacune des combinaisons des électrons avec les complexes de la chaîne respiratoire est utilisée pour l'exportation des protons H+ dans l'espace intermembranaire.
le transport des protons dans cet espace détermine un gradient de concentration des protons. La face externe de la mitochondrie interne devient positive puisqu'elle est plus riche en protons, tandis que la face matricielle devient négative. Et justement, l'ATP synthase utilise ce gradient de concentration des protons pour synthétiser l'ATP. En fait, l'ATP synthase fonctionne comme une turbine électrique puisque le passage de 3 protons de l'espace intermembranaire vers la matrice mitochondriale va être utilisé pour synthétiser une molécule d'ATP par phosphorylation d'une molécule d'ADP. À l'heure actuelle, nous connaissons plusieurs inhibiteurs des complexes protéiques de la respiration cellulaire. Le roténone, par exemple, qui est une molécule organique qui rentre dans la composition de certains pesticides et insecticides, est un inhibiteur du complexe 1. L'antimycine, un antibiotique, est un inhibiteur du complexe 3. La cyanure, un inhibiteur du complexe 4. Et l'oligomycine, un autre antibiotique, est un inhibiteur de l'ATP synthase ou du complexe 5. Il faut savoir que le NADH+, et le FADH2, qui sont les coenzymes donneurs d'électrons, proviennent du métabolisme cellulaire, comme la glycolyse, la bêta-oxydation des acides gras, etc. Cette diapositive vous donne un petit aperçu. En fait, le métabolisme du glucose, des acides gras et des protéines va libérer de l'acétylcoenzyme A qui va rentrer dans le cycle de Krebs et libérer 3 molécules de NADH+, et une molécule de FADH2. Ces derniers vont être utilisés comme donneurs d'électrons par la chaîne respiratoire pour produire de l'ATP et de l'eau. Dans cette deuxième partie, il faut que vous soyez capable d'expliquer la production d'ATP dans une cellule eucaryote. Et il faut être capable d'expliquer le fonctionnement de la chaîne respiratoire mitochondriale ou de la respiration cellulaire. À part le rôle primordial des mitochondries dans la production d'énergie, les mitochondries possèdent des fonctions de synthèse comme la synthèse des hormones stéroïdes. Elles participent avec le réticulum endoplasmique à la biosynthèse des hormones stéroïdiennes comme les œstrogènes, le testostérone, le progestérone, à partir du cholestérol grâce à des cytochromes P450 mitochondriaux. De plus, les mitochondries jouent un rôle très important dans la production des précurseurs des acides aminés. Ces acides aminés sont très importants pour la synthèse protéique. Les mitochondries jouent un rôle dans l'homéostasie calcique, puisque les mitochondries sont avec le réticulum endoplasmique le principal réservoir de calcium. Les mitochondries sont dotées de mécanismes de transport de calcium localisés dans la membrane interne mitochondriale. Il s'agit des canaux ioniques qui permettent l'échange entre les molécules de sodium contre des molécules de calcium. Les mitochondries jouent un rôle clé dans la régulation de l'apoptose ou de la mort cellulaire programmée. En fait, l'apoptose est un processus par lequel des cellules déclenchent leur autodestruction en réponse à un signal. C'est une mort cellulaire enfin physiologique qui est génétiquement programmée et qui est nécessaire à la survie des organismes pluricellulaires. En réponse à un signal, les mitochondries déclenchent l'apoptose. On voit que les mitochondries vont gonfler, augmentent massivement la concentration du calcium cytosolique et libèrent des molécules qu'on appelle apoptogènes, c'est-à-dire des molécules qui déclenchent cette mort cellulaire programmée. Parmi les molécules apoptogènes sécrétées par les mitochondries, on peut citer le cytochrome C ou les caspases. Enfin, les mitochondries jouent un rôle très important dans le vieillissement de l'organisme. Et pour comprendre ce rôle, je vais essayer de vous faire un petit parallélisme. De la même façon qu'une centrale électrique utilise la radioactivité pour produire de l'électricité, les mitochondries
utilisent les aliments et l'oxygène de l'air pour produire de l'énergie sous forme d'ATP. Malheureusement, les centrales électriques produisent en même temps des déchets nucléaires et de même, les mitochondries produisent des déchets du métabolisme. Ces déchets, on les appelle les radicaux libres de l'oxygène, abréviés par RLO, donc radicaux libres de l'oxygène. Ces radicaux libres de l'oxygène sont des espèces chimiques très réactives qui peuvent attaquer tous les macromolécules d'une cellule, c'est-à-dire les protéines, l'ADN et les lipides. Cette attaque massive ou cette accumulation massive des radicaux libres de l'oxygène va accélérer ou plutôt déclencher le vieillissement. Alors, notre organisme essaye de se défendre contre ces radicaux libres de l'oxygène par un arsenal des enzymes antioxydantes, mais avec l'âge, ce défense antioxydant est fragilisé et l'équilibre penche du côté des radicaux libres produits par les mitochondries. Ce déséquilibre va augmenter et va déclencher le vieillissement. On dit toujours que les mitochondries sont à la fois source mais aussi cible de ces radicaux libres de l'oxygène. Ces radicaux libres de l'oxygène vont à leur tour attaquer les macromolécules des mitochondries, ce qui va causer une baisse de la fluidité membranaire, une diminution de l'activité des complexes de la chaîne respiratoire et une augmentation de la mutation de l'ADN mitochondrial. Donc ces radicaux libres vont attaquer les membranes mitochondriales et vont diminuer la fluidité membranaire. Les radicaux libres vont attaquer les protéines ou le système enzymatique mitochondrial et vont diminuer l'activité de la chaîne respiratoire. Et enfin, ces radicaux libres vont attaquer l'ADN mitochondrial et vont augmenter le degré de mutation. Donc, ces dommages, tous ces dommages à ces macromolécules vont provoquer un arrêt du cycle cellulaire, une augmentation de l'apoptose, une augmentation de l'inflammation, ce qui va engendrer de plus en plus une production des radicaux libres et un cercle vicieux est lancé. Ce cercle vicieux va aboutir à l'augmentation des pathologies, à un vieillissement, etc. De cette troisième partie du cours, il faut connaître et avoir compris dans leur ensemble les différentes fonctions de la mitochondrie dans une cellule. Je vais maintenant essayer de vous expliquer l'origine de cet organite cellulaire original qui est la mitochondrie. Parmi les théories les plus admises par les scientifiques, je peux vous citer la théorie de l'endosymbiose. Cette théorie propose que les chloroplastes et les mitochondries ont évolué à partir de certaines formes bactériennes dont les cellules prokaryotes ont été phagocytées. Ces cellules eucaryotes et les bactéries piégées à l'intérieur ont formé des relations d'endosymbiose très serrées et durant très longtemps. Donc tout simplement, cette théorie propose que les mitochondries ont été à l'origine des bactéries. Ces bactéries ont été phagocytées par une cellule eucaryote par endocytose et après, cette relation est transformée en relation de symbiose. Il y a bien sûr beaucoup des arguments qui sont contre cette théorie. Parmi ces arguments, c'est que le code génétique des mitochondries diffère du code génétique universel des prokaryotes et des bactéries. L'ADN bactérien n'a pas d'intron, alors que l'ADN mitochondrial de levure en possède exceptionnellement. Par contre, on a beaucoup plus des éléments qui vont en faveur de cette théorie, puisque la mitochondrie est un organite à double membrane, comme les bactéries. Il y a présence d'un ADN qui est très différent de l'ADN nucléaire ou de l'ADN du noyau cellulaire. Il est d'ailleurs beaucoup plus proche de l'ADN bactérien. Et enfin, il y a un mécanisme de chimiosmose comparable. Je vais terminer ce cours par la présentation des pathologies liées aux mitochondries. En fait, un certain nombre de maladies dépendent soit d'une mutation ou des lésions de l'ADN mitochondrial, ce sont ce qu'on appelle les maladies liées à l'ADN mitochondrial,
soit d'un mauvais fonctionnement mitochondrial en rapport avec des modifications de leur environnement, et ce sont les maladies liées à un dysfonctionnement mitochondrial. Les maladies liées à l'ADN mitochondrial sont des maladies qui touchent les deux sexes, avec une transmission maternelle. L'évolution de la maladie dépend du nombre des mitochondries touchées. Comme exemple des maladies liées à l'ADN mitochondrial, je peux vous citer la maladie de Kenstein, qui se traduit par des troubles oculaires et une myopathie. Cette maladie résulte d'une grande délétion dans l'ADN mitochondrial. À peu près 60% des molécules sont mutées. Dans la même cellule d'une personne malade, nous pouvons observer une coexistence des molécules d'ADN mitochondrial normales et mutées, ce qu'on appelle l'hétéroplasmie. Concernant les maladies liées à un dysfonctionnement des mitochondries, dans ce cas, toutes les mitochondries sont touchées et en conséquence, les tissus touchés les plus gravement sont ceux qui ont le plus grosse demande d'énergie, comme le cœur, le cerveau, les muscles, etc. La transmission de cette maladie mitochondriale est plutôt liée au génome nucléaire et non pas au génome mitochondrial et s'effectue par une transmission mendélienne. L'exemple que je peux vous donner des maladies liées à un dysfonctionnement des mitochondries, je peux vous citer le syndrome de Leigh, qui se traduit par une cardiomyopathie et diverses lésions neurologiques. Et là, vous avez vu que les deux organes les plus touchés sont le muscle cardiaque et le cerveau, puisque ce sont deux organes qui consomment énormément d'énergie. Et enfin, je voudrais vous remercier de votre attention et bon courage pour la suite. Merci.